Bien, alors bonjour les amis, I tout court, enfin avec des S au mieux, après c'est mieux parce qu'il y a le pluriel quand même. Et puis, non, non, vous avez été super. Ce que je vous ai dit, vous avez suivi mes conseils, c'est-à-dire de sauter sur l'occasion dès que c'est mis en ligne, parce que c'est très important, comme je vous l'ai dit, la première soirée fait le score, la journée d'après aussi, et à partir de minuit de la journée suivante, c'est déjà la chute libre. Hein. En disant 5 jours, bon, faut plus espérer non plus faire mieux. Donc, merci. Vous avez donc bien compris qu'il faut mettre des pouces à fond, qu'il faut vérifier ses abonnements et se réabonner ou s'abonner si on ne l'a pas fait, qu'il faut également faire des commentaires, parce que ça compte vachement. Et je savais pas tout ça. On a pu le vérifier ensemble, vous voyez, c'est très important, donc faites-le pour les autres chaînes. Il n'y a pas que pour moi, vous êtes entraînés avec ma chaîne, allez-y avec les autres. Et, euh, et puis voilà. Et merci pour la générosité de vos dons aussi, je crois que vous avez fait des cadeaux. Normalement, je devrais, si je me sors bien, avoir un lien pour que vous puissiez me gâter un petit peu, sans que la bête se goinfre un peu trop. Donc finalement, vous voyez, quand on ruse et quand on fait les choses, on arrive à tout et ça s'appelle la solidarité. Et je vous en remercie, ça m'a donné du punch, même si je suis un peu sur les genoux en ce moment. Et c'est parti. Mon titi, si je peux me permettre cette expression triviale, car nous allons raconter aujourd'hui la deuxième partie passionnante de Howard Menger. Comme je l'ai annoncé à la fin de la première partie, Howard Menger va aller faire un petit tour sur la Lune. Bah voilà. On pourrait évidemment penser qu'il s'agit d'une invention de sa part, et que ce voyage relève plutôt d'une forme peut-être d'imagination de sa part. Ben non, pas du tout, parce que en dépit des choses surréalistes que vous allez découvrir, eh bien, il y a des faits tangibles et extrêmement troublants. Et de cela, on va reparler. Donc pour Howard Menger, la vie suit son cours, il continue de fabriquer ses panneaux publicitaires, de temps à autre il voit d'étranges vaisseaux traverser le ciel, il rencontre parfois leurs occupants, il occupe aussi son temps libre à fabriquer des petites choses à droite et à gauche, des curieux prototypes, hein, parce qu'on lui a donné quand même pas mal d'informations, donc il teste. Et d'ailleurs, dans les années 90, il va révéler avoir fabriqué en 1951 une petite soucoupe volante radiocommandée d'environ 1,20 m de diamètre, propulsée par l'antigravité, et être parvenu à la faire voler aux alentours de sa ferme, située, comme vous le savez, à High Bridge, dans le New Jersey, où il demeure avec sa femme Rosa et ses enfants. Parce qu'à l'époque, il est marié, après il va rencontrer quelqu'un d'autre. Un jour, il va perdre inexplicablement le contrôle de l'engin. Il va d'abord voir son mini-vaisseau s'élever jusqu'à une altitude de 150 mètres, pour ensuite filer plein ouest. Il aura beau appuyer sur tous les boutons de la radiocommande pour tenter de reprendre le contrôle, ses efforts resteront vains. Et 2 semaines plus tard, il va avoir de la visite. Les agents du FBI venus de Newark vont débarquer dans son atelier et lui annoncer que son engin s'est écrasé à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie, donc à plusieurs centaines de kilomètres de High Bridge. Comment est-ce possible? Ils vont lui présenter des pièces récupérées sur le lieu du crash et lui expliquer qu'ils ont retrouvé sa trace grâce à elle. Leur enquête les a en effet menés au magasin d'électronique et aux quincailleries où il les a achetés. Ce crash aurait été pour lui une grosse perte financière parce qu'il avait tout de même investi 60 000 dollars dans la chose. Et bon, voilà. Avant de repartir, les agents du FBI vont lui ordonner de ne plus construire d'engins de cette nature et surtout de se taire sur ses aventures et sur ses travaux. Suite à cela, il recevra de multiples visites de militaires et de fonctionnaires venus du Pentagone qui lui poseront une multitude de questions car ils sont très intéressés par le système de propulsion qu'il a conçu. Et Menger ne tiendra pas compte de l'avertissement. S'il se taira sur ses travaux, eh bien il continuera d'évoquer publiquement ses observations et ses rencontres rapprochées. Des stellaires avec lesquels il est en relation depuis quelques années d'ailleurs
vont d'ailleurs lui faire rencontrer un homme d'affaires de Pennsylvanie qui collabore également avec eux, comme lui d'une certaine manière. Ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant. L'homme d'affaires n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un couple. Cet homme et cette femme qu'il va lui présenter n'ont pas l'air d'avoir plus d'une vingtaine d'années. L'homme a des cheveux bruns, taillés courts, et la fille a des cheveux blonds un peu roses, roses même. C'est pour le moins incongru pour l'époque, comme vous en doutez. On est dans les années 50, donc pour ne pas passer inaperçu, il y a quand même mieux comme idée, mais enfin bon. Au fil de la conversation, Menger va apprendre que ce jeune homme serait en réalité âgé de 79 ans et que la demoiselle aux cheveux roses aurait déjà fêté ses 69 printemps. Ceux-là vont lui annoncer qu'ils sont arrivés de Mars une semaine plus tôt. Physiquement, ils semblent absolument humains. Rien ne pourrait faire penser qu'ils ne le sont pas, si ce n'est évidemment ce petit détail incongru, les cheveux roses de la demoiselle. Ces deux-là s'expriment couramment en anglais. Menger apprendra que c'est grâce à des appareils convertisseurs transformateurs linguistiques qu'ils maîtrisent déjà si bien l'anglais. Ils lui diront aussi parler couramment le russe et l'allemand grâce à cette technologie. Tout sourire, ces gentils martiens vont lui annoncer qu'il a été sélectionné pour le projet Lune avec d'autres personnes qui veulent donc être emmenés là-bas à bord de l'un de leurs vaisseaux et qu'il aura le privilège de consommer sur place de la nourriture de l'espace conditionnée. Ceci comprendra des végétaux humains, nul doute qu'il trouvera certainement au menu quelques bonnes patates lunaires, dont j'ai parlé la dernière fois et vous verrez tout à l'heure que j'en reparlerai. Et elles valent le coup. Enfin, j'imagine qu'à ce moment, même si Menger ne le dit pas, il n'a pas dû en croire ses oreilles. Partir sur la Lune. Toujours est-il qu'après le déjeuner, le martien va lui demander de l'accompagner jusqu'à sa voiture. À mi-voix, il lui a soufflé à l'oreille qu'il a des choses importantes à lui dire qui doivent rester absolument confidentielles. Dans cette voiture, il fait une chaleur épouvantable, écrasante même. Pourtant, le martien ne semble pas le moins du monde indisposé. Ça le trouble pas, alors que lui, le pauvre Menger, il sue à grosses gouttes. Ils ont un problème de thermostat qui doit être un peu différent. En tout cas, le martien ne va pas perdre de temps pour le mettre en garde contre certains dangers auxquels il risque d'être confronté, puisqu'il commence à être déjà un peu connu. Et Menger va ainsi apprendre que tous ceux qui travaillent avec lui et les siens, donc avec les martiens, vénusiens et tout ce que vous voulez, sont en effet approchés par de faux stellaires qui cherchent à les piéger, afin de mieux les dénoncer publiquement ensuite et les tourner en ridicule. Il ne devrait donc pas tarder à recevoir de telles visites. Le stellaire évoquera ainsi un habitant de Somerville, dans le New Jersey, qui est par ailleurs un gros fumeur de cigarettes et qui se livre avec ardeur à cette activité de dénonciation et de calomnie à l'encontre des contactés. Serait-ce l'homme à la cigarette de X-Files? Bon, je crois que j'en rajoute un peu, mais sait-on jamais. Oui, c'est quand même les scénaristes d'Hollywood qui ont fait X-Files, ils sont quand même basés sur des trucs avérés, et des trucs de contactés aussi dans certains cas. Donc, c'est peut-être pas si bête que ça, ce que je viens de dire. En tout cas, poursuivant avec insistance sa mise en garde, le martien va ajouter mystérieusement que nombre de naïfs apportent inconsciemment leur aide à la conspiration de ces désinformateurs professionnels. Un peu ébranlé, Menger va évidemment le questionner sur le pourquoi de ce type d'action, et d'un air attristé, son interlocuteur lui répondra simplement que la Terre est un champ de bataille où luttent l'esprit et l'âme de chaque être humain. À sa grande surprise, il ajoutera aussi, ce martien, que la prière, les bonnes pensées et la prudence sont encore les meilleures protections qui soient pour résister à tout cela. C'est intéressant, non? La jeune martienne, qui les a entre-temps rejoints dans la voiture, ajoutera d'un ton grave que vit sur notre planète un groupe de gens très puissants. Ce groupe détient des technologies très pointues ainsi que de grandes connaissances sur la psychologie humaine et le contrôle mental des individus. À l'en croire, un groupe anti-dieu
enfin, à l'en croire, il y a un groupe anti-dieu qui existe, et c'est absolument dingue parce qu'il a une influence terrible sur les humains, et d'après ces stellaires, eh bien, il serait rien de moins que l'instrument du mythique démon. Bon. Son discours va quand même ébranler quelque peu Menger, qui va à ce moment-là se rappeler qu'un jour, eh bien, une très vieille dame, à l'allure assez étrange, est venue de l'approcher dans la rue. Elle lui a demandé de se baisser, et elle lui a soufflé à l'oreille que les forces noires étaient partout alors, qu'à l'époque, il n'en avait absolument pas conscience. Il ne portait pas du tout là-dessus. Il avait une vie légère, il n'était pas parti sur ce genre de truc. Le Martien va encore le surprendre en lui révélant que ce groupe d'êtres hautement négatifs ne pose pas, hélas, des problèmes qu'aux habitants de la Terre, qui n'en ont d'ailleurs jamais entendu parler. Ils en posent également à sa planète. Donc c'est assez particulier. Pourrait-on ainsi supposer qu'un groupe d'intelligence non terrestre contrôlerait à leur insu les terriens depuis fort longtemps? J'ai tendance à le penser, et certainement d'autres aussi. En tout cas, et à en croire le Martien, ce groupe maudit, servant des forces obscures, aurait infiltré toutes les organisations de la Terre, y compris les organisations religieuses, en s'arrangeant pour qu'elles diffusent de fausses vérités. Ce groupe sévirait depuis des milliers d'années sur notre planète et utiliserait la crédulité humaine afin de mieux servir ses objectifs. Menger n'en apprendra pas davantage ce jour-là, mais c'est déjà beaucoup pour lui. Il reviendra d'ailleurs absolument bouleversé par cette terrifiante révélation que viennent de lui faire les Martiens. Le temps passant, il va continuer de faire des photos avec son appareil Polaroid que vous voyez à l'image. C'est un vieil appareil, mais le Polar, il a existé quand même dans les années 50. Et il fait désormais des films en couleur avec une petite caméra Super 8 qu'il a acquise. Il va ainsi filmer des vaisseaux d'assez grande dimension, de 12 à 15 mètres de diamètre ou de long en général. Certains atterriront et il aura des contacts avec ces humains venus d'ailleurs dont il dira souvent qu'ils étaient si beaux qu'ils semblaient angéliques. Il les appellera d'ailleurs souvent des anges, c'est assez marrant. Un soir de 1956, il va assister à un événement singulier. Il va d'abord filmer un vaisseau qui vient d'apparaître. Divers témoins se sont joints à lui ce soir-là. Ils le verront tous, y compris quelqu'un qui est dans la foule et qui est un agent fédéral venu de Newark. Et celui-là, il va le surveiller. Il n'est pas désagréable, mais il va le surveiller pour voir ce qui se passe. Et il se trouve que l'engin va atterrir et une porte va presque aussitôt s'ouvrir sur son flanc. 3 personnages vont alors apparaître, dont une belle femme vêtue d'une combinaison qui souligne ses formes qui sont absolument parfaites. Cette créature va s'approcher de Menger jusqu'à environ 8 ou 9 mètres. Elle ne lui dira rien, touchera simplement quelque chose de brillant qui est fixé à la ceinture qui lui en serre la taille. Et aussitôt, elle sera entourée d'une immense aura brillante et lumineuse. Il ne verra plus à ce moment qu'une silhouette brillante. C'est alors qu'elle va disparaître soudainement sous ses yeux, ce qui le fera hurler « Mais où est-elle passée ?» Les 2 stellaires masculins qui sont postés à la porte du vaisseau vont alors lui répondre dans un anglais châtié, dont Menger soulignera qu'il était aussi parfait que celui parlé à Oxford, qu'elle est simplement revenue à l'intérieur de l'engin. Donc, terminé. Plus tard, Menger sera convaincu qu'il a observé ce jour-là un phénomène de téléportation. Toujours est-il que juste après l'évaporation soudaine de la jolie femme, les 2 stellaires vont disparaître à leur tour dans le vaisseau, dont la porte va aussitôt se refermer. Dans la seconde, le vaisseau va décoller dans un silence absolu. Alors, moi je me suis posé la question au vu de tout ce que je vous raconte, c'est que je me demande si ces stellaires-là n'ont pas fait en sorte qu'on puisse voir leurs possibilités. Pour nous apprendre comment ça fonctionne. Je me pose la question, parce que là, vraiment, on a l'impression d'une démonstration. Genre, voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon avis. Après cet incident, les services du FBI de Newark confisqueront le film qu'il vient de tourner et où on voit clairement le vaisseau comme vous pouvez le voir sur les images. C'est des extraits de ce film.
Un journaliste témoignera pour sa part être venu un soir sur l'un des sites en compagnie de policiers en civil. Menger attendait la venue d'un vaisseau qui n'est finalement pas apparu, et le journaliste apprendra par la suite qu'il ne s'est pas manifesté, car les policiers qui accompagnaient le fameux journaliste étaient venus armés, ce qui d'ailleurs était la vérité. La plupart des témoins ont rapporté que la plupart des vaisseaux se présentaient d'abord sous la forme de lumière pulsante, qu'ils semblaient toujours translucides à ce stade-là, que leur lumière variait de couleur et qu'ils planaient au-dessus du sol. Un témoin rapportera aussi en avoir vu un éjecter une sorte de lumière. Celle-ci est venue tourner à toute vitesse autour d'un groupe de personnes auxquelles ils s'étaient mêlés et avant de retourner directement dans le vaisseau. Était-ce une sonde d'observation, l'un de ces midi-disques que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, ou une technologie comme celle que j'ai évoquée quand j'ai raconté l'histoire du contact clé suisse Pinus Sigma? C'est assez étrange, hein. Certains témoins auront la chance de voir certains stellaires semblant se déplacer en flottant. On peut dire que durant l'année 1956 en tout cas, le New Jersey et en particulier le secteur de High Bridge a été en proie à une vague d'ovnis très intense et quasiment sans précédent. Il s'agissait de soucoupes volantes classiques pour la plupart qui laissaient des traces au sol. Il était fréquent que l'on constate que l'herbe était brûlée à l'endroit supposé où il s'était posé. Et on en arrive au voyage sur la Lune. À cette même époque, Howard Menger sera conduit dans une zone de la région des Blue Mountains, que vous voyez comme c'est très beau. On les appelle pas Blue Mountains par hasard, parce que vous avez des lumières bleues absolument extraordinaires, beaucoup de brunes, donc c'est très très joli. Donc c'est une petite chaîne de montagnes qui se trouve au nord-ouest des USA. À son arrivée, dans une clairière, Menger va découvrir la présence de 2 vaisseaux, ainsi qu'un petit groupe de personnes, toutes bien humaines. Menger va embarquer avec elles dans l'un des vaisseaux, et on fera immédiatement asseoir tout ce beau monde autour d'une vaste table ronde translucide. Et lorsque tous seront installés, eh bien un sifflement aigu va se faire entendre, tandis que la lumière va soudain baisser d'intensité, et sur un écran va alors apparaître la surface d'une petite planète que Menger devinera être la Lune. En voyant cela, il va évidemment penser qu'ils sont déjà arrivés sur place, mais la jeune stellaire, vêtue d'une combinaison moulante qui encadre leur groupe, va le contredire aussitôt. En fait, ils n'ont même pas décollé. Ah bon? Elle lui précisera alors que grâce à leur technologie, il leur est en fait possible de voir à distance et dans le moindre détail ce qu'il se passe sur d'autres planètes, ainsi que sur leurs satellites. Un peu plus tard, va apparaître sur l'écran un vaste cratère sombre au creux duquel brillent des lumières bleues et vertes. Tout autour de ce cratère sont édifiés des bâtiments aux formes étranges, dont certains en forme de dôme. Menger et ses compagnons de voyage verront à ce moment-là un vaisseau en train de se poser près de l'un de ces dômes. Alors vous voyez la photo, ça c'est une photo de Menger qui a été prise au Polaroid. Le pilote va alors annoncer que leur propre vaisseau se déplace à ce moment-là à une vitesse de 131 962 km à l'heure, mais que sa vitesse peut varier s'il a la voie libre ou s'il croise des débris spatiaux. Il soulignera à ce moment-là que les débris peuvent constituer un danger pour les futures expéditions spatiales terriennes qui vont se développer dans les années qui suivent. Alors tout le monde est un peu étonné, parce que bon, tout le monde n'est pas au courant. Après avoir survolé par 2 fois la Lune à basse altitude, Menger et ses compagnons de voyage apercevront la Terre sur l'écran. Se dessinant sur un fond d'un noir profond dépourvu d'étoiles, vous voyez, je vous ai montré une représentation, c'est une vraie photo, hein. Eh bien, elle est d'un beau bleu clair, piquetée de quelques taches rouges. Il en prendra 5 photos, dont 3 seront exploitables. Ce qui est intéressant, c'est que Menger a souligné que l'espace vu de la Lune était dépourvu d'étoiles. Or, on sait aujourd'hui que les astronautes qui ont débarqué sur la Lune ont constaté que le ciel était noir et dépourvu d'étoiles en regardant dans la direction qui est celle qui est opposée au Soleil. Comment Menger, alors, pouvait-il donc connaître en 1956 cette particularité
qui ne sera découvert que bien des années plus tard avec les premiers vols habités. Ça reste un mystère. Juste après qu'il ait admiré notre belle planète, la jeune hôtesse stellaire va annoncer à ses passagers que leur vaisseau va maintenant faire demi-tour et regagner la Terre. Tout sourire, elle ajoutera qu'un autre voyage est prévu pour bientôt. Menger est un peu déçu, il aurait bien aimé continuer sa petite balade spatiale. Et en consultant machinalement sa montre, il va quand même découvrir qu'il y a 2 heures qui se sont écoulées et il n'a pas vu le temps passer. Au cours du mois d'août 1956, il verra la Lune de nettement plus près, puisqu'il va carrément y atterrir. Il a embarqué cette fois dans un vaisseau, alors ça se passe toujours sur le site numéro 1 de High Bridge, et à bord de ce vaisseau, qui est d'une taille nettement plus imposante que les précédents, il a rejoint 8 ou 9 autres voyageurs humains, dont 3 qu'il connaît déjà, parce qu'il a déjà voyagé avec eux, et parmi eux se trouve un de ses anciens copains de classe qui ne souhaitera pas du tout par la suite qu'il dévoile son identité. À bord du vaisseau se trouvent également quelques stellaires qui ne leur annonceront pas immédiatement vers quelle destination ils vont les emmener. Cette fois, les voyageurs sont encadrés par un instructeur, c'est fait dans l'ordre, qui va commenter le voyage au fur et à mesure. Avant le décollage, le pilote va leur annoncer que tous vont devoir subir un traitement spécial afin de modifier leur corps physique au niveau atomique. Ceci afin de les rendre compatibles, de rendre compatibles leur polarité et leur fréquence vibratoire avec celle de l'endroit où il va les mener. La lumière va alors baisser d'intensité, devenir jaunâtre et à ce moment, Menger va éprouver une désagréable sensation. Il respire désormais difficilement et très vite. Il allait en fait. Heureusement, tout ne sera que très très temporaire, puisque soudain, tout va aller mieux. Bien mieux même. Puisque Menger va constater que ses pensées vont dès ce moment lui sembler plus nettes. Il constatera aussi que son cerveau semble fonctionner plus vite. Les couleurs vont lui paraître aussi beaucoup plus intenses et son odorat devenu plus sensible lui permettra de sentir sa propre odeur ainsi que celle de ses voisins. Pourvu qu'ils aient pris une douche. Excusez-moi. Ces impressions tactiles sont également différentes et se sont développées. Et par le hublot, Menger et ses compagnons de voyage verront alors la Terre devenir de plus en plus petite jusqu'à devenir une boule bleue de la taille d'une balle de tennis. Peu après, ils seront conduits vers des cabines où se trouvent des couchettes superposées. Une fois couchés, tous s'endormiront rapidement. Lorsqu'il se réveillera, Menger constatera que sa montre marque 4 heures de plus. En regardant par un hublot, il va apercevoir ce qui ressemble à de grosses bulles lumineuses de différentes couleurs, ainsi qu'une gigantesque boule rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'instructeur va lui indiquer qu'il s'agit du soleil. Et il va être très surpris parce qu'il n'est pas du tout brillant ce soleil. Il peut même le contempler sans être absolument pas aveuglé. Bizarre. Puis viendra le petit déjeuner. Les stellaires proposeront à leurs voyageurs une sorte de pot rempli d'aliments connus qui prendront une forme en dégageant de la vapeur. Menger pensera reconnaître du persil, de gros grains de maïs et de blé, du chou, des carottes, des pommes de terre. Ah, les fameuses pommes de terre. Celles-là, vous savez quoi? Elles ont un goût de viande et de noisettes. Quand même pas mal pour des patates. Enfin, de toute évidence, ça doit être les planètes lunaires. On observera aussi une sorte de confiture blanche au goût d'avocat, ainsi qu'une sorte de gros brugnon qui a à la fois le goût de la pêche, la saveur de la pêche et la saveur de la prune. Et pendant qu'ils se sustentent, une étrange musique leur sera diffusée. On leur précisera qu'il s'agit des harmonies émises par la Terre et les autres planètes du système solaire. Joli concert. Au fil du voyage, Menger va éprouver l'étrange impression que le temps s'écoule différemment. Il a d'ailleurs constaté que sa barbe ne poussait pas, en dépit des jours qui semblent s'écouler, qui sont marqués d'ailleurs par des temps de repos pris dans l'espace où se trouvent les couchettes. Concernant l'écoulement du temps à bord du vaisseau, qui lui paraît vraiment différent de celui de la Terre, il précisera plus tard que celui de la Terre semblait être différent, effectivement.
et ça semble être beaucoup plus lent dans le vaisseau. Et il se basera pour ça sur le temps de repousse de sa barbe, qui est habituellement de 8 heures, et c'est comme ça qu'il en parviendra à cette conclusion. Hein. Sa barbe ne pousse pas du tout à la même vitesse. D'ailleurs, je crois qu'il reviendra, elle a même pas poussé. Hein. C'est quand même assez curieux. Sa montre, elle continue de marquer les heures bizarres. Il dorment. C'est comme s'il y avait des jours, des nuits, mais enfin, ils voient pas l'extérieur, hein. Mais ça marche pas de la même façon. C'est assez étrange. Et puis, il y a un autre détail qui l'a surpris aussi, c'est il a même pas de manque au niveau des cigarettes, alors qu'il fume comme un pompier. Je peux vous dire qu'étant fumeuse, mes enfants, ça c'est pas bien, j'aurais pas dû le dire, il y en a qui vont plus m'aimer. Mais tant pis. J'arrive pas depuis 53 ans, je suis dedans, voilà, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai jamais réussi, j'ai tout essayé depuis l'âge de 20 ans, enfin on va pas partir là-dessus. En tout cas, lui qui est bien accro, bah figurez-vous qu'il a plus envie de cloper. Mais il faut que j'aille dans un vaisseau vénusien, pour que ça s'arrête peut-être. Bon, c'est pas prévu, on m'a pas invité, j'ai vu personne pour l'instant. Bon, allez, on reprend. Je bois du café, hein, ça s'arrête là, je vous rassure tout de suite. En tout cas, voilà, il a la barbe qui pousse pas, il a pas envie de fumer, il y a un problème. Enfin, un problème de temps. Et à un moment donné, les voyageurs vont apercevoir par les hublots une boule dont on va leur préciser qu'il s'agit cette fois de la Lune. Elle va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure que le vaisseau approche. Lorsqu'ils seront près de sa surface, Menger va prendre des photos avec son appareil Polaroid. Et cette photo est reproduite dans son premier livre, Mes amis, les hommes de l'espace, dont vous voyez la couverture. Et celui-là, j'ai sur la table, il est en bien mauvais état parce qu'il tient que du scotch, parce que c'est un vieux livre. Hein. Voilà. Et donc, je me suis pas mal inspirée d'ailleurs de ce bouquin parce qu'il y a beaucoup de choses. Et pas seulement que celui-là, parce qu'il y a A Bridge Incident aussi, dont je parlerai après. Menger va photographier la face ensoleillée de la Lune, ainsi que ce que l'on nomme communément sa face cachée. Les photos qu'il prendra à la limite où la lumière du soleil diminue pour laisser la place à l'obscurité sont d'ailleurs fort intéressantes. Et c'est à ce moment que l'instructeur va annoncer l'alunissage du vaisseau, et Menger se verra alors remettre un objet par le stellaire qui va lui préciser qu'il contient des filtres colorés afin qu'il puisse faire des photos de bonne qualité. Vous avez bien vu que ces êtres-là veulent qu'on s'habitue à eux, qu'on les connaisse, et voilà, hein, ça c'est clair, ils aident à faire des photos quand même, ils y tiennent beaucoup. Ils ont fait des tests, souvenez-vous la dernière fois. Curieux, hein, parce qu'en général, ils se planquent, ils veulent pas qu'on les voit. Ceux-là, c'est autre chose. À l'approche du sol de la face cachée de la Lune, Menger prendra quelques autres photos des constructions qui s'y trouvent, dont celle du dôme qu'il avait aperçu lors de son précédent survol, que vous voyez sur la photo. Là, c'est une de ses photos. Ce cliché est également reproduit dans son premier livre. Plus tard, il déclarera que le gouvernement américain est parfaitement informé de ce qui se trouve sur la face cachée de la Lune, mais que cela est soigneusement dissimulé aux citoyens américains. Ce qui est intéressant, c'est que la présence de nuages autour de la Lune sera évoquée par la suite dans les années 70. Mais Menger, eh bien, il a déjà vu la chose et il les a photographiés et il y a une espèce de masse blanche, vous voyez sur la photo en question, que je vous présente à l'image. Eh bien, il a légendé cette photo dans son bouquin, La Lune photographiée de près. Cette photo montre quelques nuages atmosphériques. Comment peut-il avoir cette idée? En fait, il les a vus, ces nuages, il les a photographiés, ça reproduit pas très bien. Et ces nuages, on en reparlera des années plus tard, en 1970, et en 2015, les scientifiques préciseront d'ailleurs que ces nuages ne seraient pas composés d'eau, mais de fines particules de poussière. En tout cas, personnellement, je trouve que la photo de Menger semble davantage représentée comme une fine atmosphère plutôt que des nuages. Enfin bon, moi j'ai rien vu et la photo est quand même pas d'une qualité exceptionnelle. En tout cas, ce halo lumineux qui entoure la Lune a été mentionné à un moment par les astronautes des missions Apollo au moment des levées de soleil, et la NASA
alors confirmé, à l'époque, la présence d'une fine atmosphère entourant notre satellite. C'est quand même intéressant. Lors de la phase d'alunissage, Menger verra de plus près la structure en forme de dôme, il estimera son diamètre à 45 mètres, et puis pour la hauteur, il dira ça fait à peu près 15 mètres. Il notera que ce dôme repose sur une base solide, faite d'un matériau de couleur blanche. À l'intérieur de ce dôme, des lumières colorées que l'on aperçoit à travers sa paroi qui est absolument, quasiment translucide d'ailleurs, clignotent doucement au fur et à mesure que le vaisseau approche, ce qui lui donne l'apparence d'une grosse demi-perle dont la surface est iridescente. Ça doit être très joli à voir. En approche du sol lunaire, le vaisseau va survoler alors une sorte de piste de couleur cuivrée qui va conduire le vaisseau jusqu'à une vaste ouverture située à la base du dôme dans laquelle il va s'engouffrer. Et là, tout le monde descend. Une fois débarqué à l'intérieur de la structure, Howard Menger découvrira la présence d'escaliers mécaniques menant à un étage supérieur, que lui et ses compagnons de voyage seront invités par de jolies hôtesses très aimables à emprunter. Ils se retrouveront alors dans un grand hall dont les murs sont ornés de bas-reliefs sculptés absolument magnifiques. Ils y croiseront aussi de jolies femmes vêtues de robes amples aux couleurs pastel qui vont aimablement leur offrir des rafraîchissements. Il est très bien accueilli sur la Lune. Après cela, Menger et ses compagnons embarqueront avec d'autres terriens aperçus sous le dôme, qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont bien humains comme eux. Ils vont embarquer tous ces gens dans une sorte de train qui semble dépourvu de roues et qui flotte à environ 30 cm au-dessus du sol. Les toits de ces wagons sont surmontés de dômes qui semblent faits de plastique translucide, et l'étrange train va s'éloigner du dôme et traverser des zones montagneuses, des petites montagnes, des petites vallées aussi. Certains paysages rappelleront d'ailleurs à Menger certains lieux désertiques de l'Arizona ou du Nevada, avec leurs grandes falaises en apic et leurs montagnes, leurs majestueuses montagnes. À un moment, le guide qui les accompagne va brièvement ouvrir une porte de leur wagon, et l'air qui va arriver de l'extérieur et qui va pénétrer dans le wagon est absolument brûlant. Ça serait une véritable fournaise pendant quelques secondes. Plus tard, le groupe va apercevoir, émergeant du sable, une sorte d'immense vaisseau en partie démantelé qui ressemble à une balle de fusil géante. Le guide leur expliquera qu'ils sont en train de contempler les vestiges, alors je le cite, les vestiges d'une courageuse tentative d'hommes intrépides venant de mondes lointains. Ce guide précisera à ce moment-là que ce vaisseau s'est crashé en 1946. Le voyage s'achèvera devant un immense édifice qui a également la forme d'un dôme, et c'est alors que le récit de Menger va s'avérer vraiment surréaliste. Il a en effet déclaré que tous les voyageurs à ce moment-là ont été autorisés à sortir faire une petite balade à l'extérieur, un petit tour dans la campagne lunaire. C'est quand même particulier. Et à sa grande surprise, il a découvert à ce moment-là que l'air de la Lune était parfaitement respirable. Il dira avoir pu admirer à tout loisir le paysage environnant, constitué de grandes et belles montagnes au sommet déchiqueté. Un vent léger tourbillonnant formait alors des dessins sur le sable, qui étaient poudreux, très poudreux, d'une couleur blanc jaunâtre. Il dira encore avoir vu quelques petites plantes faméliques poussant dans ce sable lunaire, et avoir remarqué que l'horizon lunaire était très différent de celui de la Terre, parce qu'il paraissait beaucoup plus près, ce qui est logique, puisque la Lune est bien plus petite. La balade terminée, on va leur faire visiter une sorte de musée interplanétaire où sont exposés des instruments de musique, des œuvres d'art, des maquettes, des sortes de maquettes, des œuvres d'architecture. On leur fera aussi découvrir diverses techniques d'horticulture. Ils pourront ainsi contempler des plantes et des fleurs qui poussent dans de longues cuves remplies d'une sorte de gelée. On leur montrera aussi comment nettoyer leurs vêtements au moyen d'ondes à haute fréquence. Bon, j'allais certainement penser à ce stade-là, ce brave Howard a une sacrée imagination. J'irais peut-être ben que peut-être ben que non. J'avoue avoir un peu de mal à croire que notre héros et ses compagnons de voyage aient pu faire une petite balade à pied sur le sol lunaire comme de simples touristes auraient pu le faire dans le désert de Mojave. Je suppose que nombre d'entre vous seront dans le même état d'esprit. C'est un peu gros tout de même. Cependant,
Quel intérêt aurait eu le pauvre Menger de rapporter une telle aberration alors que par ailleurs il a fourni des photos troublantes? On pourrait peut-être envisager des possibilités pour expliquer cela. Celle que notre voyageur n'ait jamais quitté la Terre, ou qu'il soit resté dans le vaisseau et que de faux souvenirs lui aient été implantés dans le cerveau par ses visiteurs. Oui, mais c'est sans compter ces clichés étonnants qu'il a rapportés du voyage lunaire. Donc là, ça colle pas, cette explication. Autre possibilité. Souvenons-nous que Menger a mentionné que juste après s'être installé dans le vaisseau qui les a amenés jusqu'à la Lune, lui et les autres voyageurs ont subi un traitement très particulier, dont on leur a dit qu'il allait modifier leur corps physique et au niveau atomique. Ceci afin de les rendre compatibles, rendre compatibles leur polarité et leur fréquence avec celle de l'endroit où ils allaient être emmenés, en l'occurrence sur la Lune. Serait-ce peut-être ce traitement qui aurait permis cette surréaliste balade lunaire? Allez savoir. C'est pas parce que notre science soutiendra que tout ceci est impossible que ça ne l'est pas forcément, eu égard à ces connaissances qui sont bien minces, il faut bien le comprendre, au regard du savoir de ceux qui nous visitent. On n'est pas capable d'aller au plus loin que la musique, si je puis dire pour l'instant. Et puis j'en viens maintenant aux clichés. Les clichés pris par Menger avec son appareil Polaroid. Tout d'abord, cela existe, ça c'est sûr, et certains s'y sont intéressés de près, dont George Metz, cet ufologue dont j'ai déjà parlé, que j'estimais beaucoup. Et il m'avait transmis à un moment un document qui décrit l'analyse qu'il en a faite. Et j'ai pris juste un élément, il y en a d'autres, mais bon, j'ai pas le temps. Et puis bon, c'est quand même intéressant. En préambule, je rappellerai qu'en 1956, aucun satellite n'avait encore survolé la Lune. Donc si on regarde les photos, c'est quand même très bizarre. Il y a quelque chose de troublant. Dans le premier livre de Menger, figure ce cliché Polaroid que vous voyez à l'image. George Metz indique qu'il représente une zone située près de la mer des Humeurs, la Mare Humorum, et près d'un cratère qui s'appelle le cratère Doppelmayr, et à ceci après l'avoir comparé à une image qu'il a trouvée après bien des recherches sur Google Earth. Et cette photo, vous allez la voir. Alors, sur cette photo que vous voyez de la photo Polaroid de Menger, vous voyez, il figure cette zone sombre qui a un peu la forme d'un crocodile ou d'un dragon. Je l'ai surligné. Ça a une queue courbée, vous voyez, ça a des pattes. Et la photo de Google Earth est quand même très intéressante aussi, vous allez voir en comparaison. Sur cette photo que j'ai également surlignée, eh bien, on voit clairement également cette forme sombre qui a la forme d'un croco ou d'un dragon. Quand même étrange. Bon, ça n'a pas été pris par le même angle. Enfin, on voit la même chose. Et c'est en cherchant que George Metz a pu trouver sur Google Earth que c'était absolument incroyable cette histoire. Ah, c'est intéressant donc. Et donc, ce mois d'août 56, ça a été vraiment la totale pour Menger. Il ira de surprise en surprise. Un autre soir qu'il va se rendre au coucher du soleil sur le site numéro 1, eh bien, il va avoir la stupeur de trouver là-bas un vaisseau extrêmement lumineux qui ressemble à un énorme soleil, ce qui lui fera d'ailleurs immédiatement penser au miracle de Fatima. Et il se dira alors que c'était peut-être un engin spatial qui a été vu par des milliers de braves gens à Fatima, et non un phénomène solaire miraculeux. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas, alors qu'on sait la théorie qui s'est développée sur le sujet quelques décennies plus tard. En tout cas, dommage qu'il n'ait pas eu la présence d'esprit de poser la question aux stellaires qui l'accompagnaient. Peut-être qu'on en ferait davantage sur le sujet aujourd'hui. Voilà. Toujours est-il que le soleil en question va se transformer en quelques secondes en un vaisseau qui va se matérialiser et prendre la forme d'une tasse chinoise retournée et translucide. Une fois qu'elle se sera posée sur le sol, eh bien une porte va s'ouvrir et deux hommes vont apparaître et vont se poster de chaque côté de la porte, très dignes, comme des gardes du corps. Et il y a une raison à ça. Et oui, un personnage magnifique à la longue chevelure blonde va alors émerger de l'engin, de haute taille, il est d'une majesté, d'une beauté à couper le souffle. Très impressionné, Howard Menger va aussitôt se dire qu'il doit s'agir d'un personnage important. En cet instant, il a apparemment oublié que quelque temps plus tôt, le stellaire qui avait réalisé des tests photos avec lui
pour qu'elle soit plus nette, eh bien, lui avait annoncé qu'il rencontrerait bientôt l'un des grands instructeurs d'une civilisation très avancée. En tout cas, l'être va se diriger droit sur Menger, et à sa grande surprise, Menger constatera que celui-là ne marche pas sur le sol, il semble lui aussi glisser. C'est incroyable, hein. Il glisse souvent. Ben oui, comme les Apuniens, apparemment, c'est bon, enfin, c'est comme ça. En tout cas, il est vêtu, cet homme magnifique, d'une combinaison à col haut, d'un blanc brillant, qui a des manches amples et flottantes, resserrées au poignet. Il porte une cape d'un bleu clair, fluorescent, fixée à son épaule par une agrafe ronde qui semble faite d'or. Ses doigts sont longs et fins, la peau de son visage est claire, son nez est droit, il a des yeux dorés. Menger est frappé par son regard énigmatique, il dira l'avoir trouvé beau, comme une femme, en dépit de son port très viril. Et ce qui va encore davantage le troubler, c'est qu'il va ressentir alors une bouffée d'amour et de compréhension qui va le bouleverser. Face à lui, il se sent, je le cite, comme un petit enfant humble et affectueux. Il va d'ailleurs résister à l'envie de le serrer dans ses bras, comme on le ferait avec quelqu'un qu'on aime profondément. Et l'idée va lui venir à ce moment que s'il s'était trouvé face à Jésus, il aurait certainement ressenti la même chose. C'est vous dire. Le personnage va alors soudain lever les bras et Menger recevra durant 5 bonnes minutes, un flot ininterrompu d'informations télépathiques, d'une extrême densité, tant sur la vie en général et le futur. Une profusion d'images défilera aussi dans sa tête à une vitesse vertigineuse, alors qu'il perçoit simultanément une voix dont le timbre est profond. Il ne tentera pas de comprendre les concepts qui lui sont transmis, qui sont bien trop techniques et bien trop évolués pour lui. Et aussi l'être d'ailleurs va le rassurer. Lorsque sera venu le temps pour lui de parler, lui dira-t-il, eh bien il le fera sans aucune difficulté, il trouvera les mots, ainsi que les réponses à toutes les questions qu'il se pose et que d'autres pourront lui poser. Il ajoutera que le savoir, il vient de l'implanter dans son cerveau, dans son subconscient. En ce moment, Menger aura clairement la sensation que ce personnage magnifique a ouvert la porte de son âme. Ce dernier, qui a de toute évidence capté la sensation de félicité qui vient de l'envahir, va d'ailleurs lui transmettre dans l'instant, et toujours par la voie télépathique, un long message d'une haute teneur spirituelle, ainsi que nombre d'informations qu'il estimera par la suite être fondamentales. L'être lui révélera ainsi que les terriens vivent dans un monde d'illusions et qu'ils sont eux-mêmes une sorte d'illusion, une projection dans un monde matériel de leur soi réel. Il lui dira que ce que les yeux humains voient n'est en fait pas du tout la réalité. Ça n'a pas de réalité en soi. Il ajoutera même que même s'ils vivent dans un monde tridimensionnel, eh bien les humains de la Terre sont des êtres quadridimensionnels, simplement du fait qu'ils pensent, tout en soulignant que le temps est l'une des conditions de la 4e dimension. Le personnage lui indiquera aussi que de nombreux humains de la Terre sont originaires de planètes, d'autres planètes du système solaire, et que s'ils s'y sont incarnés sur cette Terre, eh bien, c'est afin d'aider à la réalisation du plan divin. Dans leurs incarnations précédentes, tous ceux-là qui sont venus sur la Terre et qui venaient d'autres planètes avaient déjà, semble-t-il, compris les lois universelles divines. Il ajoutera encore que ceux qui les contactent, issus d'autres planètes et de mondes que le leur, ont déjà commencé à débloquer leur mémoire, tout en soulignant que ce blocage est dû en fait à la fréquence vibratoire de la Terre. Si on perd la mémoire, ça sera à cause de ça. Voilà. En tout cas, c'est absolument fabuleux ce qui lui arrive. Et puis, alors, il va y avoir d'autres choses qui vont être dites, notamment qu'ils ne veulent en aucun cas, tous ces stellaires qui sont venus le visiter, interférer dans les affaires de la Terre, et encore moins contrôler les terriens. Car ce serait en fait d'une extrême gravité s'ils le faisaient, puisque c'est absolument contraire aux lois divines. Ils insisteront sur le fait que s'ils devaient un jour décider d'apporter une aide aux terriens,
Eh bien, ce serait simplement dans une hypothèse, le cas de demandes massives qui leur seraient adressées par ces terriens, à défaut de quoi ils n'interviendront jamais, laisseront les choses se faire, même si ça peut mener à une catastrophe totale d'éradication de l'humanité. C'est à nous de choisir, libre arbitre. Dans la foulée, le personnage va aussi lui expliquer qu'une réunion se serait tenue en 1945 afin de discuter de la situation des habitants de la planète Terre. Cette réunion aurait donc réuni des stellaires mais aussi des anges. Le noble personnage va alors souligner d'une manière appuyée que les anges sont effectivement des êtres spirituellement infiniment supérieurs à d'autres créatures, exclusivement dédiés au service du Créateur. Ce qui va certainement vous surprendre, c'est qu'à en croire Menger, il aurait ajouté que c'est par l'intermédiaire des technologies des frères de l'espace que ces anges auraient déjà apporté à quelques occasions leur aide à des terriens en grande difficulté, en émettant des impulsions importantes, des impulsions mentales en direction des régions troublées de leur planète. Et à ce stade, il me paraît opportun de rappeler que le grand médium Chico Xavier, le grand médium brésilien, a déclaré avoir reçu dans les années d'après-guerre un message de son guide Emmanuel, lequel l'informait d'une réunion moratoire qui allait avoir bientôt lieu. Donc on est à peu près à la même période des années 40, juste après la guerre. Eh bien, ce qu'Emmanuel évoquait, cette réunion mentionnée par l'interlocuteur de Howard Menger, on peut se poser la question. Parce que selon Emmanuel, ça consistait, cette réunion, à réunir les membres du Conseil galactique, ainsi que des anges, sous la supervision de Jésus, afin de déterminer quel devait être le sort réservé à l'humanité terrienne du fait de ses multiples dérives, hélas, répétitives. C'est vrai qu'on a fait fort quand même au XXe siècle, et j'espère qu'on ne fera pas la même chose en pire au XXIe. Nous verrons bien. Il était prévu qu'à l'issue de cette réunion, dira Emmanuel, soit accordé à notre humanité un délai afin qu'il puisse choisir son camp. Ceci au nom de l'exercice de son libre arbitre. Et d'après le médium brésilien, une réunion aurait eu lieu également en juillet 1969. Y aurait-il eu en fait deux réunions? L'une en 1945 qui aurait pu accorder un premier moratoire, un premier délai. Une seconde qui serait tenue durant l'été 1969, au moment même, ou pour la première fois d'ailleurs, l'homme a posé les pieds sur la Lune. Chico Xavier divulguera cette information transmise par son guide Emmanuel lors d'une émission qui s'appelle Pinga Fogo, qui sera diffusée sur la chaîne de TV brésilienne TV Tupi. Il dira aussi lors de cette interview qui est très longue, et vous pouvez la trouver sur YouTube, il dira énormément de choses, et notamment qu'un délai de 50 ans a effectivement été accordé à l'humanité terrienne et en 69, et que c'est une mise à l'épreuve qui devrait durer 50 décennies. Et ce délai de 50 ans expirait quand? Le 19 juillet 2019. Les terriens auraient dû apprendre, selon ce qui était prévu, à accepter leurs différences. En l'occurrence, à cesser de se diviser, de se combattre. Il avait été dit, lors de cette réunion de 69, que si l'humanité y parvenait, elle serait alors sauvée et serait autorisée par la même occasion à entrer en contact avec ses frères galactiques, ses frères et sœurs des étoiles. Et à défaut, une troisième guerre mondiale éclaterait. Le délai accordé s'arrêtait donc le 19 ou le 20 juillet 2019, selon les sources. Nous connaissons la suite, puisque nous savons ce qui s'est produit sur notre planète depuis 2019 et quelle direction semble prise aujourd'hui par l'humanité terrienne. Ça ne s'arrange pas. Je crains que le moratoire n'ait pas servi à grand-chose. Je suis très inquiète. Mais revenons-en à nouveau à nos moutons et aux aventures palpitantes d'Howard Menger le 1er septembre 1956, alors qu'il s'est rendu une fois encore sur le site numéro 1 de Highbridge. Il va y trouver un engin beaucoup plus grand que les précédents, où deux stellaires vont le faire embarquer. Une fois à l'intérieur, il va constater qu'une lumière émane des murs de ce vaisseau, qui semble un petit peu translucide. Curieusement, il aura aussi l'étrange impression de voir ces murs au travers
des silhouettes qui lui font face, de ces deux stellaires, dont les contours semblent flous et brumeux. Donc ils n'ont pas l'air d'être densifiés, et apparemment on voit au travers les murs qui sont derrière. Bizarre. En tout cas, très vite, ceux-là vont l'avertir qu'ils sont sur le point de quitter l'atmosphère terrestre. Menger va alors apercevoir sur un écran un ensemble de planètes fortement grossies. Au passage, il reconnaîtra la Lune, et c'est à ce moment qu'une sorte de hublot va s'ouvrir sur l'une des parois d'où va être projeté un film en 3D. Menger apercevra alors une grosse boule flottant dans un ciel noir d'encre, dénué d'étoiles. Cette boule est à la fois brumeuse, blanchâtre et fluorescente. On va alors lui annoncer qu'ils vont la survoler. Il va à ce moment distinguer des constructions en forme de dôme ou des spirales disséminées çà et là, au milieu de sites verdoyants. Entouré d'arbres aussi hauts que des séquoias et d'autres plantes, il apercevra aussi des jardins et de vastes étendues d'eau. Et lorsque le vaisseau va approcher du sol, il verra clairement des personnes d'apparence humaine, vêtues d'habits aux teintes pastel, ainsi que des animaux qui lui sont parfaitement inconnus. Il verra également des véhicules qui se déplacent en semblant flotter au-dessus du sol. Et le stellaire, qui se trouve à ce moment à ses côtés, va lui préciser que les Vénusiens n'ont jamais connu la roue. Cette découverte d'ailleurs qui a été qualifiée de majeure par les humains, il va leur dire que en fait c'est peut-être la roue qui a freiné l'évolution humaine. Vous voyez, belle invention mais qui fait freiner. Bon, lorsque l'écran va s'éteindre, la porte du vaisseau va s'ouvrir presque aussitôt. Avec surprise, Menger va alors découvrir qu'ils sont revenus au lieu numéro 1 et que 30 minutes seulement se sont écoulées depuis leur départ. Bon, personnellement, je pense qu'ils n'ont pas survolé Vénus. Menger pourrait donc bien avoir assisté à une simple projection de film en 3D. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas comment il fonctionne. Et puis, on va passer à quelque chose d'important. La rencontre. Dès le milieu des années 1950, Howard Menger sera souvent évoqué, il est de plus en plus connu. Il organise même des conférences privées à son domicile avec un autre contacté qu'il vient de rencontrer, qui s'appelle George Van Tassel, dont on parle beaucoup à cette époque et que j'évoquerai bientôt. Et lors d'une de ces réunions, son regard va être attiré par une jeune femme blonde qui l'écoute avec ravissement, et il s'agit d'une jeune journaliste. Il va avoir comme une sorte de flash à ce moment-là. Soudain, il la reconnaît. Son intuition lui souffle avec force qu'ils ont déjà été partenaires sur une autre planète. C'est alors qu'il va se rappeler de la prédiction de la Vénusienne de son enfance qui lui a annoncé qu'il rencontrerait un jour une jeune femme au physique presque identique au sien. Et cette femme serait sa sœur sur Vénus, qui serait venue de s'incarner dans le New Jersey. La Vénusienne lui avait également prédit que cette jeune femme, qui lui ressemble étrangement, se prénommerait Marla et qu'elle l'aiderait bien plus tard dans son travail. Menger est ébranlé, car la jeune femme qu'il est en train de contempler, sans pouvoir la quitter des yeux, lui fait terriblement penser à la belle jeune femme blonde du rocher. Il est même ébloui. Et d'ailleurs, il est tellement sous le choc qu'il va demander à George Van Tassel de venir avec lui, car il aimerait bien l'aborder, mais il ne veut pas le faire tout seul. Van Tassel, qui est plus détendu que Menger, va alors engager la conversation avec la jolie inconnue, la belle blonde, et lui déclarer tout net que sur le haut de sa cuisse gauche se trouve une petite marque qui est un signe distinctif qui apparaît à cet endroit chez les humains qui viennent d'ailleurs. Elle va alors se mettre à rougir, cette jeune fille, et acquiescer tout en expliquant que pourtant elle comprend pas s'il a cette marque, puisqu'elle n'a jamais eu de contact avec des visiteurs stellaires et n'a même jamais vu le moindre vaisseau spatial. Menger a prétendu que dès cette rencontre, des mémoires très anciennes se sont réouvertes. C'est ainsi qu'il se souviendra alors qu'il vivait autrefois ailleurs avec cette jeune Marla, puisqu'elle s'appelait ainsi à l'époque, qu'il était saturnien. Les souvenirs de son ancienne famille, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs sur cette planète vont également lui revenir. Il se souviendra qu'il était alors instructeur spirituel pour les jeunes, qu'il possédait un petit vaisseau avec lequel il se déplaçait de planète en planète afin d'enseigner la projection télépathique ainsi que les lois divines, et que son nom de l'époque était alors Sol Denaran. Il va également se remémorer que sur Vénus et Saturne, les fréquences vibratoires étaient bien plus élevées que sur la Terre,
et que les corps physiques étaient bien plus subtils. Si bien qu'un être humain de la Terre ne pouvait y aller sans y être préparé et conditionné, sans quoi il n'aurait strictement rien vu de ce qui s'y trouve, car les formes de vie que ces planètes abritent vibrent bien plus rapidement en fréquence que sur la Terre. Donc si vous allez sur Vénus, vous verrez pas grand-chose. De toute façon, à mon avis, c'est même pas dans la même dimension de Vénus. Ce qu'on voit de Vénus, ça n'a rien à voir avec... Je pense que chaque planète a des dimensions comme un oignon, vous savez. Enfin bon, bref. Donc il se souviendra encore, Menger, d'avoir rencontré Marla à l'occasion de l'un de ses voyages sur Vénus en tant qu'instructeur. Ses cheveux blonds, sa sveltesse, ses beaux yeux verts dorés. Et ce qu'elle dégageait, telle qu'elle était, avait provoqué chez lui un véritable coup de foudre qui avait heureusement été réciproque. Mais malgré leur amour profond, Marla et Sol Denaro avaient su très vite qu'ils n'étaient pas destinés à rester ensemble dans cette vie-là très longtemps, puisqu'il était prévu qu'il allait s'incarner sur Terre afin d'y accomplir une mission. Et c'est ainsi que ce Saturnien s'était incarné sur notre planète et qu'il est devenu, par la suite, Howard Menger. Ses mémoires lui étant restituées, Howard Menger a ainsi compris qu'il vient de retrouver sa bien-aimée vénusienne. Il sait aussi qu'ils sont destinés à s'unir à nouveau dans cette vie nouvelle qui est terrestre cette fois, maintenant qu'ils se sont retrouvés. L'ennui, c'est qu'il est déjà marié et père de famille. Rose Menger, qui a vu son mari changer du jour au lendemain, va comprendre cependant la situation. Elle acceptera donc de divorcer sans lui causer le moindre tracas, et c'est ainsi qu'il pourra épouser, dans le bonheur le plus absolu, la jolie Connie, alias Marla, en 1958, qu'elle s'appelle maintenant Connie Menger. C'est peu après leur mariage que celle-ci verra pour la première fois un vaisseau. Il était temps. Alors qu'ils revenaient de faire des courses et qu'ils étaient sur le point d'atteindre la ferme où ils demeurent, la petite ferme de Highbridge, eh bien un vaisseau est soudain apparu. Et celui-là ressemblait à une grosse perle de lumière au ton irisé qui se déplaçait au-dessus de la cime des arbres. Et le temps que Connie Menger aille chercher un appareil photo à l'arrière de la voiture, eh bien la perle s'était volatilisée et le couple reverra exactement la même perle, le même vaisseau, lorsqu'ils seront partis faire leur lune de miel à Las Vegas. Par la suite, Connie Menger observera souvent des engins qui auront la forme de disques, qui se déplaceront parfois en formation. Et c'est ainsi qu'un jour que les Menger sont en train d'observer un groupe de disques avec un ami qui est en même temps leur avocat, et qui est opportunément venu les visiter, que ce dernier va d'un seul coup crier « Hey Connie, c'est pour toi !» alors qu'il y a des vaisseaux au-dessus de la tête. Et aussitôt, l'un de ces disques va plonger vers eux avant de remonter aussitôt dans l'instant avec les autres. Et quelques jours plus tard, Connie Menger s'apercevra qu'elle attend un bébé. Et puis viendra la chute. Et là, ça va être tragique pour le couple Menger. Dans un premier temps, Menger a donc connu un grand succès. En 1965, il a publié son premier livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Mes amis, les hommes de l'espace », qui sera alors accueilli plutôt favorablement par le public. Hélas, des rumeurs d'imposture qui ont peu à peu commencé depuis un moment à traîner sur son compte vont terriblement s'amplifier au fil des ans pour finalement devenir absolument insupportables. Ces vilaines rumeurs sont savamment orchestrées par un ufologue du nom de John Otto, le fameux homme à la cigarette que j'ai déjà évoqué et dont l'avait prévenu un célèbre. Pardon. Les gens vont petit à petit, c'était le Martien, je crois qu'il lui avait dit ça. Les gens vont petit à petit commencer à le ridiculiser et même pour certains à le harceler. La presse, qui dans un premier temps lui était plutôt favorable, l'avait même soutenu, va pas lui faire de cadeaux et on le traitera même parfois d'escroc en s'époumonnant dans la rue. Donc le pauvre, il est dans un état épouvantable. Au fil des années qui passent, les pressions du FBI vont également être terriblement présentes, ça va s'accentuer affreusement. Menger finira d'ailleurs par être poussé par le FBI à revenir sur ses révélations et à se dédire publiquement sur beaucoup de choses, ce qui ne fera qu'accroître évidemment la rumeur persistante qu'il est d'être un escroc dans la tête des gens et qui est en train de le talonner. Et tout ça va avoir une conséquence tragique évidemment, puisque les clients vont finir par se faire de plus en plus rares.
et le pauvre malheureux ne verra plus aucune commande arriver au fil du temps, plus de panneaux publicitaires à peindre, et c'est ainsi que les Menger vont se retrouver plongés dans d'énormes difficultés financières, car cette petite entreprise de fabrication de panneaux publicitaires va être obligée de fermer ses portes, faute de clientèle. Et c'est en cette période pour le moins délicate des années 1960 pour la famille Menger, Connie a quand même donné 2 enfants à Howard, que les autorités gouvernementales vont le prier de rejoindre une unité de recherche qui est située à Colorado Springs, où il devra collaborer avec une équipe de 80 chercheurs, ingénieurs et scientifiques. Sera construit dans le plus grand secret à ce moment-là à Colorado Springs un engin d'un diamètre de 12 à 15 mètres qui va bien fonctionner pour ce qui parviendra à voler, et cet engin fonctionne évidemment à l'antigravité. Bien entendu, tous ceux qui ont participé au projet, Menger y compris, à cette époque sont astreints au silence absolu sous peine de très graves sanctions. En plus de ses salaires qui sont confortables, ça va le remettre un peu financièrement à flot, eh bien Menger se verra payé par le gouvernement des États-Unis une Mercedes-Benz afin de faire les déplacements entre son domicile et Colorado Springs. Dans le même temps, les autorités ont exigé de lui qu'il mette une distance définitive, c'est-à-dire fin carrément, avec la communauté ufologique qu'il fréquente depuis des années, dont fait partie des tas de contactés comme Adamski, Van Tassel et d'autres qui sont très intéressants. Et j'aurai l'occasion de reparler de tout ça. Menger fera ce qu'on lui a demandé, puisque les travaux relèvent de la sécurité nationale et qu'il risque gros évidemment s'il commence à causer. Et de la nature de ses travaux, il dira même pas un mot à Connie. Il lui révélera pas avant longtemps où il se rendait à cette période. Elle n'en saura rien. Et elle dira dans une vidéo des années 90 que ça a été très difficile pour elle cette période, mais qu'elle n'a posé aucune question. Les Menger vont coécrire un livre portant le titre The Highbridge Incident, qui sera publié à compte d'auteur. Pour financer sa publication, Howard Menger a hypothéqué la petite ferme de Highbridge, où il vit toujours avec Connie. En grande difficulté financière, il va devoir se résoudre à la vendre et partira se réfugier avec sa petite famille en Floride, parce que après avoir travaillé Colorado Springs, c'est fini, Donc là, ça va pas, il a bouffé toutes ses économies, et puis bon, ils ont plus de sous, mais en même temps, la rumeur est telle que c'est insupportable, et il faut qu'ils fichent le camp, quoi. C'est ce qu'ils vont faire, donc ils vont en Floride, et arrivé en Floride, Menger va pas perdre de temps pour monter une petite entreprise dont l'activité sera cette fois dédiée à la vente et la réparation d'appareils électriques. Il en profitera pour poursuivre tranquillement ses recherches, des recherches qu'il réalise en grand secret depuis des années sur l'électromagnétisme, la gravitation et l'énergie libre. Il fabriquera ainsi de nombreux appareils très intéressants. L'idée lui est notamment venue de fabriquer de petits disques d'une trentaine de centimètres de diamètre et de tenter de reproduire dans son atelier le mode de propulsion des ovnis dans lesquels il a voyagé. Rien. Et ça ne se limitera pas à ça, loin s'en faut, parce qu'il va se révéler très inventif. Et lors de la sortie de son livre The Highbridge Incident, après s'être tu durant des années par obligation, il va se décider à reparler de son extraordinaire aventure, et c'est ainsi qu'il va accepter à nouveau de donner des interviews. Dans l'une de celles qui sera diffusée à la télévision, on y verra Connie et Howard Menger se confier sur ce que furent pour eux les années difficiles. Menger révélera à cette occasion nombre de choses et donnera son point de vue sur tout ce qu'il a vécu. C'est ainsi qu'il dira clairement que le gouvernement américain dissimule sciemment la présence extraterrestre pour 3 raisons qu'il estime être politiques, religieuses et scientifiques, et surtout au nom de la sécurité nationale. On est toujours au même point. Enfin là, ça commence à bouger un peu. Vous l'avez compris, mais il y a une raison à ça, qui est peut-être pas celle qu'on croit d'ailleurs. Une autre idée sur le sujet. Enfin bon. Dès la fin des années 40 et durant les années 50, les autorités gouvernementales ont en effet été confrontées à un énorme problème, puisque des centaines de témoins se sont mis soudainement à rapporter régulièrement des observations d'OVNI, ainsi que parfois des rencontres rapprochées avec des êtres venus d'ailleurs. Et dans cette interview télévisée, on peut entendre également
un psychiatre du New Jersey qui s'appelle le docteur Berthold Schwartz, qui déclare avoir recueilli les récits d'une quarantaine de témoins oculaires de toutes conditions sociales, et tous avaient fait des observations avec Menger. Certains n'étaient pas forcément des Américains de base, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins des notables dans le coin. Quelques-uns connaissaient Menger depuis longtemps et pouvaient donc, et ils l'ont tous fait d'ailleurs, attester de son sérieux et de sa loyauté, et tous diront non, Menger n'a pas menti, il n'a pas davantage brodé pour embellir son histoire, il ne s'est jamais contredit. Ce psychiatre s'est donc dit, en entendant tout cela, absolument convaincu que ces récits d'observation des vaisseaux et ces rencontres avec des stellaires pourraient bien avoir existé. Dans cette même vidéo, on peut aussi entendre les témoignages de quelques-unes de ces personnes entendues par le psychiatre, dont le directeur du lycée où Menger a fait ses études. Le psychiatre a entendu également certains membres de la bonne société, des médecins, des professeurs. Tous, sans exception, ont attesté de l'honnêteté absolue de Howard Menger. Et ceux-là diront tous avoir vu des vaisseaux évoluer dans le ciel, venir se poser sur les 2 sites de High Bridge, alors qu'ils se trouvaient en compagnie de Menger, et ils vont décrire au psychiatre parfaitement ce qu'ils ont vu. Et Menger, il a été décrit à l'unanimité par tous ceux qui l'ont approché comme un homme honnête, gentil, calme, réfléchi, et ne parlant jamais à la légère. Parmi les témoins entendus par le psychiatre firent également des policiers du New Jersey, qui ont décrit ce qu'ils avaient observé, et le praticien soulignera que ceux-là se sont d'ailleurs montrés intarissables sur ce qu'ils ont vu, tant cela les a impressionnés. Dans cette vidéo, Howard Menger, qui s'est montré disert, a dit son soulagement d'avoir retrouvé une vie plus paisible, maintenant qu'il n'est plus soumis aux pressions du passé. Bah oui, maintenant il vit tranquillement en Floride, et il confirmera avec force qu'il n'a jamais menti, que tout ce qu'il a déclaré et écrit n'est que stricte vérité, que s'il a été contraint de se dédire à un moment et de déclarer publiquement qu'il avait menti, c'était simplement parce qu'il subissait alors une pression énorme des autorités gouvernementales, en particulier du FBI, ce qui sera corroboré évidemment par son épouse Connie, qui en a fait les frais, elle aussi. Et oui, ces pressions énormes et incessantes ont bouleversé leur vie, et pourtant les contacts stellaires avaient cessé en 1958. C'est-à-dire que quand il va épouser Connie, ça va rester quelque temps, puis après c'est fini. Et au moment des adieux, les stellaires ont dit à Howard Menger qu'ils reviendraient pour visiter la Terre en 2012, comme d'autres visiteurs venus des étoiles qui ne sont pas endémiques à notre planète, comme ceux qui enlèvent à tour de bras les humains. Et ces stellaires qui n'enlèvent personne, eux, ont déclaré à de nombreux contactés qu'ils ne visitent la Terre que par cycle. Ils n'y sont pas en permanence et ils ne peuvent y accéder parce qu'il y a des vagues dans le cosmos où on peut arriver ou pas. Voilà. Et Menger soulignera que les stellaires qui l'ont contacté disent avoir des bases sur Vénus, sur Mars et sur de nombreuses autres planètes. Et le fait qu'il aurait dit qu'il venait de Vénus ou de Mars ou de Saturne, d'après lui, ne signifie absolument pas qu'ils en sont originaires. Ce sont peut-être de simples bases qu'il y a là-bas, et que ces êtres-là viennent tout à fait d'ailleurs. D'ailleurs, il pense plutôt qu'ils sont en fait des voyageurs du temps, c'est encore mieux, qui ont beaucoup d'avance sur les terriens dans divers domaines, y compris d'un point de vue spirituel. Lorsqu'il leur a demandé pourquoi ils venaient sur Terre, il leur a dit, est-ce que c'est pour résoudre les problèmes des terriens, les aider, soigner leurs maladies? Tous lui ont répondu que ce n'était pas le cas, car ce serait contraire, pour les mêmes raisons, aux lois universelles, que d'interférer dans les affaires de la Terre ou de toute autre civilisation. C'est pas seulement la Terre. Ils lui ont rappelé alors que toute interférence sur des civilisations moins développées se termine toujours mal, et ils évoqueront à ce moment les cas de Mu et d'Atlantide. Ils lui confieront revenir ponctuellement pour observer l'évolution des terriens, surveiller leur progrès. Ils iront être les ancêtres des terriens, et qu'ils sont venus pour les faire passer à l'état d'Homo sapiens il y a bien longtemps. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs l'évolution soudaine de l'espèce terrienne. Ils lui révéleront encore avoir établi des lois sur la Terre, et de cela il y a des milliers d'années. À l'époque, les terriens les prenaient pour des dieux,
Leurs lois sont inscrites dans toutes les écritures sacrées de différentes civilisations du monde entier, de la Terre, hein, évidemment, et dont dans la Bible. Menger soulignera qu'il faut strictement respecter ces lois, notamment les 10 commandements. Il ajoutera d'ailleurs que les stellaires, tels ceux qui l'ont contacté, viennent surtout sur Terre pour aider à notre développement sur un plan spirituel, en insistant sur le fait qu'il est très dangereux pour une humanité et que son évolution technologique soit plus rapide que son évolution spirituelle. J'aurais tendance à vous dire, là, les enfants, alors on est dans les choux, hein. On est bien mal barrés, parce que là, il y a vraiment un gros décalage. Vous voyez, c'est l'inverse. Connie Menger confirmera les propos de son mari, elle insistera sur le fait que les terriens appartiennent à une famille galactique, et dira qu'elle et son mari, comme d'autres, ont été choisis pour diffuser de l'information, notamment celle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que nous ne descendons quand même pas du singe. Pour elle, les terriens sont tous des enfants des étoiles qui ont suivi un processus évolutif, aidés en cela par des stellaires qui contactent certains humains individuellement et aussi par des moyens holographiques. Elle ne s'est pas expliquée là-dessus, mais ça aurait intéressé. Ça se fait très lentement, dira-t-elle, afin que les humains de la Terre puissent disposer du temps nécessaire pour s'adapter à cette idée. Et c'est ainsi qu'ils parviendront à une évolution de conscience. Voilà. Hélas, toutes les belles choses ont eu une fin. Eh bien, Howard Menger est hélas décédé en Floride le 25 février 2009. Il avait 87 ans. Et j'ignore si son épouse Marla est toujours en vie, mais il y a peu de chances qu'elle le soit, vu qu'ils étaient elle est peut-être un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup. En tout cas, espérons que ces deux-là sont repartis dans ce merveilleux monde de Vénus ou de Mars, dans une autre dimension, et qu'ils se sont à nouveau retrouvés, heureux, amoureux, et jeunes pour l'éternité, puisque j'ai l'impression qu'ils ont un petit plus de rester très jeunes là-bas. Voilà. Donc c'était la belle histoire du jour. C'était très intéressant. J'aurais pu en faire une heure de plus. Je me suis dit que too much is too much. Par contre, j'aurai l'occasion de vous reparler bientôt de ces contactés américains de cette époque et avec quelques autres qui ne sont pas de là. Et je vous donnerai mon opinion. Voilà. Mais je vais pas faire ça tout de suite. Je vais peut-être au contraire reparler de l'histoire de certains contactés en racontant l'histoire comme j'ai fait pour Menger. Adamski, c'est déjà fait. Vous pouvez le voir sur différentes chaînes. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était sur la petite chaîne d'Isabelle Ferrigo, que j'aime beaucoup, qui est une fille adorable. J'ai fait je crois, il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Ça s'appelle Les Voiles de l'Inconnu, sa chaînette. Et voilà. Donc c'était une version remaniée de ce que j'avais déjà dit sur Adamski. Voilà, écoutez, j'espère que vous ne vous êtes pas trop endormis, que ça vous a intéressé, que la vie est belle. Du fond du cœur, je vous remercie infiniment. Je suis sûre que les Vénusiens, les Martiens, les Saturniens, qui voulaient absolument qu'on les connaisse, ils ont été très contents qu'aujourd'hui, je vous raconte l'histoire. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous. Continuez à vérifier si vous êtes abonné, à vous abonner, à mettre des pouces. Préférence comme ça, hein, parce que comme ça, c'est chez les Romains, c'est pas bon signe. Hein. Continuez à faire des commentaires, et alors vos commentaires, ils étaient sympas, parce que j'ai vraiment... il y a des commentaires, on n'est pas obligé d'en faire un plat, mais de temps en temps, j'ai appris des tas de choses, et puis il y avait des trucs très gentils. Donc ça me fait du bien, ça vous fait du bien de passer un bon moment avec moi, on est heureux. Et si on pouvait se prendre un verre, vous voyez, tranquille au coin du feu, ça sera encore mieux. Enfin bon, vous êtes nombreux, parfois très loin, et puis moi, voilà. En tout cas, merci à vous. Continuez comme ça porte ses fruits. Et n'oubliez pas, aidons-nous les uns les autres. Ça, c'est important, par les temps qui courent. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Merci. Bisous.